Royaume-Uni. Il inonde l'Angleterre de faux billets pour une valeur de 8 milliards. C'est un génie du crime parce qu'il a fabriqué un produit qui a dupé beaucoup de gens pendant une longue période de temps. C'est le faussaire le plus ingénieux que les autorités n'avaient jamais rencontré. La Banque d'Angleterre a réagi à ma fausse monnaie en changeant le dessin de ses billets. Elle n'a pas pu tolérer la compétition. Un voleur audacieux et son équipe d'élite volent de la marchandise pour des millions de dollars. Il était très intelligent. Il a su exploiter les faiblesses du système. L'aspect intéressant de l'affaire, c'est qu'ils ont raffiné leur technique et les vols ont augmenté. Leur organisation s'est perfectionnée. Même quand les policiers les surprennent, ils sont impuissants. Il était au sommet de sa gloire et nous avions les mains liées. C'est le meilleur voleur de marchandises de train que les États-Unis ont connu. Découvrez comment il a fait son coup, un génie du crime. Nous sommes à Londres, à la Banque d'Angleterre, là où s'impriment les billets les plus célèbres au monde. La livre sterling est le papier-monnaie le plus difficile à contrefaire. Les dollars, par exemple, sont très faciles à reproduire parce qu'ils ne possèdent pas beaucoup de couleurs. C'est à la portée de tout le monde. La livre est un billet très complexe. D'abord, il y a le papier avec filigrane, puis la bande argentée qui est tissée à même le papier. Et il ne faut pas oublier la complexité de l'illustration. Mais en 1993, la police est stupéfaite de découvrir que d'énormes quantités de billets contrefaits circulent dans le pays. La facture est d'une qualité exceptionnelle. La contrefaçon était superbement réalisée. De l'excellent travail. C'était la première fois qu'on voyait une entreprise clandestine de contrefaçon de billets produire un tel volume d'argent. Au milieu des années 90, les autorités estiment qu'il y a 2 milliards de livres contrefaits en circulation, soit 3 milliards de dollars américains. Ça fait beaucoup d'argent. C'était déconcertant. Avec une telle somme, on pourrait sortir un petit pays de la misère. C'était ahurissant. La police croit que la mafia londonienne est impliquée dans l'opération. La fraude touchait autant les gangs de rue que les échelons les plus élevés de la hiérarchie du crime organisé. La police avait déjà réalisé des opérations d'infiltration, obtenu des mandats de perquisition, fait des arrestations, saisi des billets, mais la source même de la fraude lui échappait. La police ignore que la source de la fraude n'est pas une vaste organisation. Il s'agit d'un seul homme, d'un génie du crime audacieux qui prend plaisir à la mettre au défi. On ressent une certaine jubilation. C'est comme le jeu du chat et de la souris. Pendant qu'on essaie d'améliorer notre petite combine, on sait que la police tente de nous attraper et en attendant qu'elle réussisse, on fait beaucoup d'argent. Cette opération est certainement parmi les meilleures, sinon la meilleure au monde. Stephen Jory a réalisé l'impossible. Il a fait des millions en défiant toutes les mesures existantes pour combattre la contrefaçon. La question est, comment a-t-il fait son coup? Élevé dans l'East End de Londres, le maître faussaire Stephen Jory est exposé très jeune à la criminalité. J'étais attiré par le côté glamour de certaines opérations criminelles. Pas de vol violent à main armée. C'était plutôt des crimes de contrefaçon, plus raffinés. Il aime croire qu'il est brillant et d'une certaine façon, il l'est probablement. Au milieu des années 80, il réalise son premier coup d'envergure après avoir compris les rouages de la parfumerie. Il n'y a pas une grande différence entre un parfum bon marché et un parfum cher. La véritable différence est dans l'emballage. La qualité des deux parfums se compare. J'ai alors pensé avoir trouvé un bon filon. Il déniche un imprimeur, contrefait des boîtes d'emballage de designer et les remplit de parfums bon marché. Il empoche des millions de livres, mais il dépense plus que ce qu'il gagne.
Steven aimait les belles voitures. Il aimait s'entourer d'amis avec lesquels il mangeait et buvait. C'était un coureur de jupons qui aimait faire la belle vie. Je gagnais beaucoup d'argent, mais j'ai décidé que je ferais un dernier lot de boîtes de parfum et que je m'arrêterais. Ça ne s'est pas passé comme ça. Jory est arrêté lors d'une livraison de parfum. J'ai écopé de 6 ans et demi, ce qui m'a semblé abusif. Jamais personne n'est mort d'une overdose de parfum. En 1991, Steven est libéré, mais il est sans le sou. Une fois sorti de prison, Jory devait faire quelque chose. Il avait une aventure avec une femme nommée Claire Mainstone. Son père était un homme d'affaires respectable qui dirigeait une imprimerie. Nous croyons que les affaires de Mainstone ne marchaient pas très bien. Étant ce qu'il est, Steven a tout de suite sauté sur l'occasion. Jory a un projet ambitieux. Au lieu d'imprimer des boîtes de parfum pour faire de l'argent, il offre à Mainstone d'imprimer des billets. Steven est un beau parleur, il ferait un excellent vendeur. Il a certainement dressé un portrait alléchant de leur entreprise criminelle. Il s'est rendu chez Mainstone, une maison de 14 pièces en périphérie de Londres, et ils ont monté leur affaire. Ils formaient un duo à la sortie. L'entente est simple. Jory va acheter une presse 4 couleurs de pointe et Mainstone va l'opérer. Mais pour acheter la presse, Steven a besoin de 50 000 livres et il est fauché. Il rencontre un usurier à Londres qui accepte de lui avancer l'argent à un taux d'intérêt de 100%. Le remboursement doit se faire rapidement ou alors Steven aura affaire à son homme de main, Eugene. Eugene était un dur à cuire, l'un des plus redoutables en Angleterre. Si je n'avais pas remboursé les 50 000 livres, je me serais sûrement fait tuer. Jory se met rapidement à la tâche. Il achète une presse de seconde main, l'installe sur la propriété de Mainstone et met un système de sécurité en place. Des faisceaux électroniques à l'entrée principale l'avertissaient de l'arrivée de quelqu'un. Pour commencer l'impression, Jory a besoin de l'image numérisée à haute résolution d'un billet de 20 livres. Grâce à ses relations dans la mafia russe, il trouve son homme en Allemagne. Le film lui permet de créer une image électrostatique à l'intérieur de la presse. Il doit ensuite trouver du papier de première qualité. J'ai trouvé du papier qui ressemblait au papier original. De plus, il avait sensiblement la même texture une fois qu'on l'avait froissé. Il faut aussi utiliser des encres spéciales que nous avons testées plusieurs fois sur différents papiers. Il mélange les encres pour trouver les couleurs exactes qui apparaissent sur le billet de 20 livres. C'est un travail exigeant. Finalement, après 3 semaines, ils produisent des billets parfaits. Mais ce n'est que le début du défi. Jory doit maintenant imiter les dispositifs de sécurité que la presse ne peut pas reproduire. Le plus difficile est la bande métallisée. La bande métallisée est incorporée dans le papier. C'est un procédé très complexe, presque impossible à reproduire pour un faussaire. Mais Steven a une solution. Il se rend à l'île de Wight pour s'assurer le concours d'un vieil ami de ses années en parfumerie, Bernie Ferrier. Bernard Ferrier était ingénieur de profession. Son travail dans l'opération consistait à intégrer la bande métallisée dans les billets contrefaits. Il a utilisé la technique du marquage à chaud qui donnait l'impression que le métal était tissé dans le papier, mais en fait, la bande était imprimée sur le papier. Il y a un deuxième dispositif de sécurité. Le portrait de la reine est imprimé à même le papier. Jory s'occupe lui-même du filigrane. Il suffit de dessiner le contour de la tête de la reine et de noircir l'intérieur avec un crayon. Ils ont réussi à imprimer un filigrane à la surface du papier, mais on aurait dit qu'il était incorporé dans le papier. Jory croit qu'il a réussi à déjouer les dispositifs de sécurité. Il fait le test en distribuant 50 000 livres en billets de 20.
mais le filigrane pose problème. Je me suis un peu emporté quand j'ai noirci le menton. On aurait dit que la reine avait une barbe de 2 semaines. Les faux étaient mauvais. Jory est en retard dans le remboursement de son prêt et Eugene lui envoie un message clair. Cette fois-ci, Jory doit absolument réussir. Dans le lot suivant, nous nous sommes assurés que la reine n'avait pas une barbe naissante. La qualité des billets était tellement bonne que la Banque d'Angleterre a commencé à paniquer. Pour voir la différence, il fallait vraiment comparer le faux billet avec un vrai en pleine lumière. Pris à part, personne n'aurait vu que c'était un billet contrefait. Jory monte alors un réseau de distribution dont il est le chef. Si on fait une analogie avec la cocaïne, il n'avait pas l'intention de diviser sa marchandise dans des petits sacs de 30 grammes. Non, il vendait des doses d'1 kilo. Il a trouvé des distributeurs qui lui achetaient 1 million, 1,5 million, 100 000 ou 200 000 livres. Dans ses déplacements entre son imprimeur et ses distributeurs, Steven s'assure de ne pas être suivi. Je possédais environ 6 voitures garées dans des endroits différents. Quand j'étais sûr que personne ne me filait, je me rendais à une des autos et je m'enfuyais. Sa façon de faire frustre les enquêteurs, car elle vise à laisser très peu d'informations. Chacun travaillait de son côté et ignorait ce qui se passait dans le reste de l'organisation. L'opération finit par être lucrative. Jory paie sa dette et même l'usurier est intéressé à distribuer ses faux billets. Tout le monde s'arrachait les billets. Ça a fait beaucoup de remous. Steven Jory fait des millions. J'ai toujours eu de belles voitures. J'ai déjà eu une Jaguar. Je profitais de l'argent que je faisais. Le maître faussaire a le vent dans les voiles. Mais 2 malheureux petits bouts de papier menaceront bientôt son empire de s'effondrer. Ce soir, au Vendredi policier, à 21h, voyez comment opèrent les nouveaux détectives. Puis, à 22h, découvrez le rôle crucial des premières 48 heures d'une enquête. Les Vendredis policiers, ce soir à 21h, à Canal D. Les membres CAA Québec économisent gros pour leurs loisirs, chez près de 30 partenaires au Québec. L'obsédante nouvelle Jetta TDI. Plus de 1000 km avec un seul plein. Dan adore le goût des lays Stax à saveur de barbecue. Depuis, il ne pense qu'à empiler les choses. Le goût des Lays, dans un tube. Eric adore le goût des nouvelles Lays Stax à saveur de sel et vinaigre. Depuis, il ne pense qu'à empiler les choses. Lays sel et vinaigre, dans un tube. Avez-vous besoin d'un coup de main en décoration? Venez donc faire un tour à notre solde de peinture en ce moment dans les quincailleries et les centres de rénovation Home Hardware. Obtenez des rabais sur les peintures sélectionnées Beauty Tone, sur les peintures Wood Shield et sur les peintures anti-rouille Weather Shield Rust Coat. Économisez aussi sur les pinceaux, les rouleaux et bien plus encore. Tout ça durant notre solde de peinture. Seulement chez Home Hardware. On aime rendre service. En juin, Canal D présente un mois complet de biographie québécoise. Du lundi au jeudi, dès 19h, les plus fascinantes personnalités québécoises se confient. Qui suis-je? Ça va te dire qu'est-ce que je suis, toi. C'est un fighter. Provocateur. Il a commis des erreurs. On en a peur en maudit. Ça s'est terminé d'une façon... Pour obtenir la liste complète des biographies diffusées, visitez le canald.com. Le mois de la biographie québécoise, du lundi au jeudi, 19h, à Canal D. Irrésistible.
Arm & Hammer extra blanchissant pour des dents plus blanches de 3 teintes avec un seul tube. La preuve est là. Sur notre échelle de blanchiment extra blanchissant. 3 teintes plus blanches, un tube. Garantie. Essayez les nouveaux plaisirs blanchissants à saveur de cannelle ou de menthe rafraîchissante. Subaru présente le nouveau B9 Tribeca avec traction intégrale. C'est la fin du VUS tel que nous l'avons connu et le début de ce qu'il doit devenir. Subaru, traction intégrale. Les membres CAA Québec économisent gros parce qu'ils profitent de rabais pouvant atteindre jusqu'à 20% chez nos partenaires hôteliers. Tous les soirs, à 23h, les stars de Hollywood vous donnent rendez-vous à Canal D. Découvrez leur grande classe, leur vocabulaire riche, leur modeste demeure, et que dire de leur sincérité. La richesse intérieure, ça a de la valeur. Les soirées 100% Hollywood, tous les soirs 23h à Canal D. Vous regardez les Vendredis policiers à Canal D. Stephen Jory dirige le réseau de faux monnayage le plus fructueux dans l'histoire britannique. Ces faux billets soulèvent la colère dans la population et la police fait appel à ses agents d'infiltration. Le nom de Stephen Jory a été cité. Il faisait affaire avec des faux monnayeurs connus et différentes sources nous indiquaient qu'il était impliqué dans l'opération. Paul Wright m'a trouvé, et quand un policier trouve quelqu'un, c'est habituellement parce qu'une personne l'a appelé pour l'informer. Les policiers ne peuvent pas utiliser les renseignements d'un indique pour procéder à une arrestation. Ils surveillent donc Jory en espérant le prendre en flagrant délit. Mais Jory les a à l'œil. Quand il transportait de la marchandise illégale dans sa voiture, des faux billets, du papier ou de l'encre, il faisait de la contre-surveillance. Ce n'était pas difficile de les repérer. Ils avaient toujours 2 motos et 3 ou 4 voitures. Une auto prenait un virage et une autre prenait la relève. Il pouvait rouler à 15 km à l'heure. Et c'est à ce moment que j'accélérais. Et il atteignait 130, 140, 160 km à l'heure. Un jour qu'il était suivi, il a traversé un terrain de golf. Les golfeurs jouaient paisiblement quand, soudain, un fou du volant a fait irruption sur le terrain, terrifiant tout le monde. C'est très difficile de suivre quelqu'un comme ça en préservant la sécurité. La police doit trouver une nouvelle stratégie. Un informateur du détective Paul Wright indique que Jory a été vu près d'un garage dans l'East End de Londres. Wright commence alors à aller faire un tour à cet endroit de façon régulière. Quand je revenais du bureau, je passais toujours en face du garage. Je marchais devant quand j'ai aperçu des bouts de papier. De retour au bureau, je me suis rendu compte que c'était des retailles de billets de 20 livres. Les autorités réagissent. Mon cœur s'est presque arrêté parce que je savais que c'était la police et Paul Wright était là. Il m'a dit « Stephen Jory, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes soupçonné d'être en possession de faux billets de banque. » À l'intérieur du garage, la police trouve 1,5 million de livres en fausse monnaie. J'ai compris que j'étais dans le pétrin. Mais Stephen réussit à convaincre les policiers qu'il n'est pas le génie criminel. Ils lui font une offre. Ils m'ont demandé si je pensais pouvoir découvrir l'identité de l'imprimeur. J'ai répondu « Je peux essayer ». Jory prend alors des mesures pour fournir un bouc émissaire. Aussitôt mis en liberté provisoire, il rencontre son usurier et Eugene, qui sont maintenant des distributeurs importants de son produit. Il trouve un gars prêt à endosser le blâme. Stephen nous a bel et bien donné des informations qui nous ont conduits à un garage dans l'East End de Londres. Nous avons retrouvé des billets contrefaits pour une valeur de 19 millions de livres et un homme a été arrêté. Les autorités remercient Stephen de sa soi-disant coopération en abandonnant les charges les plus graves retenues contre lui.
Quand la cause a été entendue en cours, ils avaient compris que c'était un coup monté. Mais les charges avaient déjà été abandonnées. Jory écope de 21 mois pour une accusation mineure de possession. Il est relâché après 10 mois et fait alors une chose imprévisible. Qu'est-ce que j'allais faire? Évidemment, j'ai remis les presses en marche. En quelques mois, il fabrique des millions. Mais il est plus prudent que jamais. Son principal problème est de se débarrasser des billets qu'il juge médiocres. Il avait une série de billets mal imprimés, flou. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Steven va donc voir son homme de confiance sur l'île de White, Bernie Ferrier. Je lui ai demandé de brûler les lots gâchés. Nous en avions beaucoup, et c'est très difficile à faire brûler. Mais la police fait de la surveillance électronique sur Jory, et le message envoyé par son beeper est intercepté. Les autorités de Londres appellent la police de l'île de White. L'atelier de Ferrier est fouillé. On y trouve du papier de première qualité, du papier d'aluminium et la pièce maîtresse. Je crois qu'il y avait 9 rames de papier. C'étaient des faux billets de la Banque d'Angleterre. Par la suite, il s'est avéré qu'il s'agissait de rebut. Jory avait demandé à Ferrier de s'en débarrasser, mais il ne l'a pas fait. Il a découpé les billets qui lui semblaient décents et les a utilisés sur l'île de White. Dans l'atelier de Ferrier, la police trouve aussi un feuillet publicitaire d'un terrain de camping. Nous avons demandé aux propriétaires où ils avaient fait imprimer ce feuillet, et cela nous a amené à Kenneth Mainstone. Croyant que Mainstone est l'imprimeur de Jory, les policiers se rendent directement au cœur de son opération de faux monnayage. Armés de preuves suggérant que l'imprimeur des faux billets de Jory est Kenneth Mainstone, les policiers agissent vite dans l'espoir de le prendre sur le fait. Mais Mainstone est un homme d'affaires bien connu, qui a des relations haut placées. Nous n'avions pas de mandat de perquisition. Je me souviens clairement avoir pensé qu'en faisant cela, je foutais peut-être ma carrière en l'air. Mainstone a ouvert la porte et a joué le jeu de l'indignation. Vous ne pouvez pas entrer ici sans mandat de perquisition. Il était très agité, pas violent, mais il était clair que notre présence l'inquiétait beaucoup. À l'intérieur, la police trouve 12 millions de livres en fausse monnaie. La partie est terminée pour Mainstone. Son imprimeur maintenant détenu par la police, Jory tente désespérément de se défaire du faux argent qui lui reste. Il commet des imprudences. De leur côté, Paul Wright et son équipe réussissent enfin à le suivre sans être repérés. Ils le surprennent en compagnie d'un de ses associés dans un parc de stationnement. Nous savions que Jory venait de conclure une transaction criminelle. Nous l'avons arrêté. Un des agents a dit « Regardez ce qu'on vient de trouver ». C'était le gros lot. Il y avait 2 sacs contenant 3/4 de millions de livres, des coupures de 20 livres. Je l'ai pris à part. Il était visiblement très inquiété par tout ça. Je cherchais désespérément un moyen de me sortir de là. J'ai dit, cette fois, c'est fini. Stephen Jory est arrêté pour contrefaçon et distribution de faux billets. Son opération à grande échelle est enfin démantelée. Nous avons recouvré environ 36 millions de livres qu'il avait imprimés. Allez savoir combien il en reste en circulation. Le complice de Jory, Bernard Ferrier, meurt d'un cancer sur l'île de White pendant qu'il attend son procès. Kenneth Mainstone choisit de nier les charges portées contre lui, mais il est reconnu coupable et condamné à 12 ans. Jory plaide coupable à toutes les accusations retenues contre lui et écope d'une sentence réduite de 8 ans. C'est un génie du crime parce qu'il a fabriqué un produit qui a dupé beaucoup de gens pendant une longue période de temps.
La Banque d'Angleterre a réagi à ma fausse monnaie en changeant le dessin de ses billets. Elle n'a pas pu tolérer la compétition. Libéré de prison en 1999, Jory gagne maintenant sa vie comme artiste et auteur. Il a écrit un livre relatant sa vie de criminel. J'en suis venu à l'aimer. Ce serait un copain avec qui j'irais prendre une bière un vendredi soir. Mais nous ne sommes pas du même côté de la clôture. Un voleur audacieux et son équipe d'élite volent de la marchandise pour des millions de dollars. Il était très intelligent. Il a su exploiter les faiblesses du système. L'aspect intéressant de l'affaire, c'est qu'ils ont raffiné leur technique et les vols ont augmenté. Leur organisation s'est perfectionnée. Même quand les policiers les surprennent, ils sont impuissants. Il était au sommet de sa gloire et nous avions les mains liées. C'est le meilleur voleur de marchandises de train que les États-Unis ont connu. Restez des nôtres pour la suite de Génie du crime. Élucider des crimes en apparence insolubles. Découvrez de nouvelles méthodes d'enquête. Suivez l'évolution des sciences légistes avec les nouveaux détectives ce soir 21h à Canal D. Voici la Relay, la nouvelle mini-fourgonnette de Saturn. Conçue pour les plaisirs en famille. Après, tu mélanges le sirop d'érable, hein? le vinaigre balsamique, la sauce soya. Ensuite, là, tu verses le mélange sur le poulet. Faire cuire au four de 15 à 20 minutes. Ah oui, faire cuire au four 15 à 20 minutes à 350, puis c'est fait. Ça a l'air bon. Ça, c'est pas pire. Le poulet Excel d'or, bon pour vous? T'en connais d'autres comme ça? J'en connais plein, mais ils sont chez nous, par exemple. Dès qu'ils sont appelés, le décompte commence. Aucun acteur. Aucun scénario. Suivez de vraies enquêtes et découvrez le rôle crucial des premières 48 heures. Ce soir, 22h à Canal D. La monnaie royale canadienne se demande « Qu'est-ce que le courage ?» La pièce de 5 cents, anniversaire de la victoire, est une pièce de circulation qui rend hommage au courage des Canadiens. J'ai pensé que c'était mon devoir d'y aller. En ce 60e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, collectionnez-la et rappelez-vous ces grands moments de notre histoire. On était tous courageux, la main dans la main. Repérez cette pièce dans votre monnaie et conservez-la précieusement. Principes élémentaires. Une très belle femme ne sait jamais ce qu'elle veut tant qu'on ne l'a pas vue. Et c'est à ce moment-là que j'interviens. Alors je vous laisse mon numéro. Vous avez un stylo? Oui, j'en ai un. Hitch. Achetez-le en DVD et PSP le 14 juin. Salut. Ton pulvérisateur fait du bon travail. Il est où l'appareil? Dans le garage. Dans le garage? C'est mon nouveau centre de nettoyage Simonize 3 en 1 de Canadian Tire. 3 en 1? Oui. Un, il est idéal pour nettoyer les autos. Merci. 2, c'est un séchoir à air puissant. On peut obtenir un lavage d'auto professionnel sans contact. Il travaille bien partout sur la maison, même pour les fenêtres. Le numéro 3? Un petit changement rapide et il devient un aspirateur pour nettoyer l'intérieur de l'auto. Et ces 30 mètres de fil nous donnent pleine liberté de mouvement. C'est sûr. Wow, 30 mètres, tu peux aller loin avec ça? Le centre de nettoyage Simonize 3 en 1, seulement 299,99. Ça, c'est différent. Et seulement chez Canadian Tire. 11, 12, 13, 14. Qu'est-ce que tu fais? Mon entrée est à combien de mètres, tu penses? Je commence avec toi. Voici la Relay, la nouvelle mini-fourgonnette de Saturn. Conçue pour les plaisirs en famille. Depuis 10 ans, Canal D nous plonge dans des enquêtes captivantes. Des trains transportant des marchandises valant des milliards de dollars traversent le New Jersey à destination de New York. Il circule constamment des trains remplis de biens qui valent des centaines de millions. Au début des années 90, les gares de triage de la Conrail sont frappées par une série de vols.
De grosses quantités de marchandises disparaissaient. Parfois, il manquait 50 ou 100 caisses à bord des trains. Défiant toutes les mesures de sécurité, les voleurs s'enfuient avec des marchandises valant des centaines de milliers de dollars. Il a fallu que la police des chemins de fer fasse une surveillance constante. Chaque fois qu'un train arrivait, il était escorté par 2 ou 3 unités de police. Les mesures de sécurité accrues mettent fin au vol dans les gares de triage. Mais la police découvre que les bandits ont imaginé une façon de voler à partir des trains. Des trains en gare, ils sont passés aux trains en marche. Les vols devenant de plus en plus fréquents, nous avons pensé qu'il devait s'agir d'un groupe organisé. Il y a des centaines et des centaines de kilomètres de rails. On ne peut pas placer des caméras partout. Comme si ce n'était pas assez, les voleurs trouvent le moyen de repérer les wagons qui contiennent les chargements les plus payants. Ils avaient déjà commis des centaines de vols et ils ont compris comment identifier les trains qui transportaient les biens de grande valeur. Des appareils électroniques haut de gamme et des collections entières de vêtements griffés disparaissent des trains. C'était frustrant. Nous pouvions voir les gars qui se glissaient sur les côtés des wagons, habillés en noir. Le train roulait à environ 40 km à l'heure. Quand ils s'apercevaient que nous les suivions, ils sautaient du train et s'enfuyaient dans les marais. C'est pourquoi ils étaient si difficiles à attraper. Tout le monde les comparait à la bande de Jesse James, qui arrivait à cheval pour cambrioler les trains. Puis le 17 décembre 1999, les malfaiteurs frappent un grand coup. Ils volent un chargement de vêtements Tommy Hilfiger. 50 caisses de vêtements haute couture, une valeur de revente de 100 ou 200 000 $ en une seule nuit. Edward Mongon a monté la plus vaste opération de vol de train aux États-Unis, laissant la police impuissante. La question est, comment a-t-il fait son coup? Edward Mongon est le chef d'une vaste organisation criminelle, les Conrail Boys. Les trains le fascinent dès son plus jeune âge. Ed Mongon a grandi dans le projet d'habitation de Hoboken. Comme tous les adolescents, il adorait regarder les trains passer tout près de sa maison. À la fin des années 80, Mongon et son ami d'enfance, Michael Centeno, commettent des vols dans les trains garés derrière l'immeuble où il habite. Il a commencé par des actes de vandalisme et quelques vols mineurs. Puis, ça a été une boîte d'articles qu'il a revendue. Mais le policier Anthony Dragoni remarque vite son manège. Il a souvent été arrêté. Il avait environ 14 ans lors de sa première arrestation. Mais le système de justice pénale le laissait toujours repartir, parce que c'était des crimes contre la propriété non violents. Mongon ne se laisse pas décourager. Il retourne dans les gares de triage avec Centeno et vole une pièce d'équipement importante. C'était une radio avec émetteur-récepteur que l'ingénieur du train utilisait pour communiquer avec le régulateur ou les contremaîtres ou même le poste de police. Ça facilite les choses quand on sait qu'il n'y a pas de policiers aux alentours. L'acquisition de ce matériel sophistiqué s'avère le point tournant de la vie criminelle de Mongon. Le petit garçon qui observait le monde des trains à partir de sa fenêtre va maintenant apprendre à décoder son jargon. Il a dû passer des centaines, voire des milliers d'heures à écouter les conversations entre les trains, la gare et la police. Sa détermination à apprendre ce langage l'éloigne de ses amis. Les autres n'aimaient pas écouter ces communications radio très longtemps. Lui, oui, il a compris l'importance de connaître l'heure d'arrivée des trains pour planifier ses vols. Il savait qui était absent du travail, combien de policiers étaient de service. Il connaissait tous les codes. Mongon convainc alors ses amis que ces renseignements vont leur permettre de faire des coups importants.
Ils n'avaient pas un grand avenir. C'était une belle occasion pour eux. Il était plutôt habile à diriger la bande. Certains membres étaient des gars très violents qui possédaient des dossiers criminels assez épais, mais il réussissait à les mater. Pour l'aider à garder le groupe sous son autorité, il nomme Michael Centeno pour être son second. Michael était bien bâti, très intimidant. Je crois qu'Eddie l'a gardé près de lui pour cette raison. Mongon organise son premier vol de train avec sa bande. Ils avaient des câbles de démarrage pour dévier le courant électrique de la clôture. Quand c'était fait, ils se glissaient à l'intérieur. Certains font le guet, surveillant l'arrivée de la police pendant que d'autres volent tout ce qu'ils peuvent dans les wagons stationnés. S'il pouvait savoir à quel moment les trains arrivaient en gare, il pourrait alors mieux organiser son groupe pour les vols. Il a raffiné ses techniques. Les affaires roulent bien pour les Conrail Boys et l'argent coule à flot. Mongon savoure son succès et fait même faire des bonnets personnalisés pour sa bande. Avec les initiales CRB, Conrail Boys brodé en orange à l'avant et le sobriquet ou le nom de code du membre à l'arrière. Le surnom de Mongon, Da Brain, le cerveau, en impose. Il a pris les commandes et beaucoup l'ont suivi parce qu'il y avait un gros magot à faire. Pour combattre la vague de vols dans les gares de triage, les autorités renforcent la sécurité. Mongon riposte en changeant sa stratégie. Il décide d'attaquer les trains en marche. C'était une amélioration. C'était mieux pour eux d'attaquer des trains en marche que de voler des wagons dans une gare hautement surveillée. Il approfondit ses connaissances en réécoutant la radio qu'il a subtilisée. Il a appris quel régulateur s'occupait du trafic ou d'un train en particulier. Il a commencé à faire des appels aux régulateurs en déguisant sa voix pour obtenir des informations sur les horaires des trains. Il recueillait des renseignements précieux sur l'emplacement, l'heure d'arrivée et la nature de la marchandise. Puis il a appris à reconnaître les numéros inscrits sur les wagons, identifiant les plus intéressants. L'attaque de train en marche promet de belles récompenses. Mais la pratique est très dangereuse. Conscient des risques, Mongon soumet son équipe à une discipline militaire. Ceux qui étaient très agiles grimpaient sur les trains et ceux qui étaient très musclés avaient comme tâche de les protéger. Le 17 décembre 1999, Mongon identifie un chargement important de vêtements Tommy Hilfiger et on informe sa bande. Ce soir-là, il ordonne à Michael Centeno de voler une camionnette dans la gare de triage de la Conrail, sachant que le véhicule n'éveillera pas de soupçons s'il est repéré par la police. Centeno était un expert dans le vol de voitures. Il lui fallait seulement quelques minutes pour voler une camionnette. Centeno rencontre le reste de l'équipe. Ils portent tous leur uniforme officiel des Conrail Boys. Des baskets, pantalons, chandails et gants noirs. Une version moderne des ninjas. Ça les décrit parfaitement. Chaque membre de la bande est équipé des meilleurs outils, à commencer par des portables de pointe. Les téléphones Nextel sont chiffrés. Ils échappent aux ondes aériennes publiques. Mongon expose son plan d'attaque. Chacun avait un rôle. C'était très précis. Chacun recevait une mission spécifique. Un groupe s'occupait de la contre-surveillance au cas où la police arriverait. Un autre ramassait la marchandise. Et il y avait les gars qui sautaient dans le train et qui exécutaient le vol. Le train en question doit arriver au port de Newark au petit matin. L'équipe de récupération reçoit l'ordre de se rendre au terrain marécageux de North Bergen. L'équipe de contre-surveillance patrouille le chemin de fer, pendant que Mongon et les sauteurs se dirigent vers le nord, à un point d'interception isolé.
Les guetteurs observaient le radar de surveillance de la police. Si un policier se pointait dans le secteur, ils le savaient tout de suite. Le train approche. Les sauteurs attendent le signal de Mongon. Ils portaient des lunettes à infrarouge pour voir les marques sur les wagons. Le wagon ciblé est identifié. Mongon donne le coup d'envoi de l'opération. On doit courir à la même vitesse que le train. On saute et on s'agrippe. Ils étaient très agiles, en bonne forme physique. Les trains pouvaient rouler à 50 km à l'heure. L'équipe montait à bord du train et 2 membres faisaient le guet. Ils doivent absolument respecter l'horaire. Ils n'ont que 7 minutes où ils risquent de dépasser l'équipe de récupération. Ils se faufilaient entre 2 wagons, grimpaient et se glissaient sur le côté du train. Il y a un rebord de 10 cm le long du wagon. On peut voir le gravier défiler sous nos pieds quand le train est en marche. C'est extraordinaire. Même à 50 ou 60 km à l'heure, ils marchaient sur ce rebord tout en se tenant au wagon. Mongon tombe sur le gros lot. Plus de 200 000 $ de vêtements haute couture. Ils pénétraient dans le wagon et refermaient la porte pour ne pas être repérés. Ils triaient la marchandise. Puis, le train atteint le point du déchargement à North Bergen. Ils ont balancé des centaines de boîtes. L'équipe de récupération se met en route dans la camionnette volée de la Conrail. Et ils ont ramassé la marchandise. Edward Mongon et les Conrail Boys ont réussi un coup parfait. Mais l'énorme succès de Mongon va bientôt faire dérailler sa belle machine. Ce soir, au Vendredi policier, à 21h, voyez comment opèrent les nouveaux détectives. Puis, à 22h, découvrez le rôle crucial des premières 48 heures d'une enquête. Les Vendredis policiers, ce soir à 21h, à Canal D. Une fois que vous aurez goûté aux Crunchers de Christie, plus aucun crunch ne sera le même. Des craquelins avec 71% moins de gras que les croustilles ordinaires les plus populaires par portion de 20 grammes. Les nouveaux Crunchers de Christie, plus aucun crunch n'est le même. J'ai travaillé tellement fort aux Portes du Paradis, j'ai juste le goût d'une tartinade de mon Philadelphia adoré, RBI. Mon Philadelphia, c'est fou ce qui m'aide à prendre du recul. Divin en diable, RBI. Chez Assurance Banque Nationale, on récompense les conducteurs qui ont un bon dossier. Non, pas d'accident responsable. Non, pas de réclamation dernièrement. Alors quand vous appelez pour votre assurance auto, nos agents vous font profiter de toutes les réductions possibles. Résultat, vous aurez plus d'argent dans vos poches. On est toujours là pour vous faire économiser. Appelez-nous au 1-877-871-7500. Wow! C'est toute une sonnerie que t'as là! Oui, c'est ma sonnerie musicale favorite lorsque j'exécute des cascades inédites avec mon roulis roulant. Mais comment ce type de sonnerie peut cadrer avec ton style dans tes activités de loisirs? Il y a même des sonneries pour les amateurs de choses drôles! CreerRogers.com/sonnerie musicale. Les sonneries musicales, ça sonne musical. Personne n'appuie ses véhicules comme Mitsubishi. Maintenant couvert par une garantie limitée de 10 ans sur le groupe motopropulseur. Une garantie limitée de véhicules neufs de 5 ans et une assistance routière de 5 ans. Les véhicules Mitsubishi sont les mieux protégés au monde. Quand votre alimentation ne subvient peut-être pas à tous vos besoins en vitamines, essayez le supplément de vitamines Propel.
pour vous aider à maintenir une bonne santé. Le supplément de vitamine Propel. Il a juste assez de saveur. On ne s'attend à rien de moins du fabricant de Gatorade. Tous les soirs, à 23h, les stars de Hollywood vous donnent rendez-vous à Canal D. Découvrez leur grande classe, leur vocabulaire riche, leur modeste demeure, et que dire de leur sincérité. La richesse intérieure, ça a de la valeur. Les soirées 100% Hollywood, tous les soirs 23h à Canal D. Vous regardez les Vendredis policiers à Canal D. Les Conrail Boys d'Edward Mongon viennent de voler des vêtements haute couture pour une valeur d'1/4 million de dollars à bord d'un train en marche. Voler la marchandise est une chose, mais avoir sur les bras des articles qui valent 200 ou 300 000 dollars ne rend pas service à l'entreprise. Il faut les écouler, sinon l'entreprise ne fait pas d'argent. Mais Mongon en fait son affaire. Ses rustlers l'attendent pour acheter les vêtements. Il savait où s'adresser pour revendre la marchandise. Il s'assure de garder cette partie de l'opération top secrète. Il était le seul à rencontrer les rustlers. Personne d'autre ne connaissait leur identité. C'est lui qui recevait l'argent et qui le partageait avec les membres de son équipe. Les autres ignoraient le pourcentage qu'il se réservait. Il dirigeait le groupe. Il gérait l'argent et il savait comment écouler la marchandise. Pendant les 3 années qui suivent, l'organisation de Mongon grossit. Il recrute d'autres membres, empoche de plus larges profits et laisse les policiers en nombre insuffisant essayer de l'arrêter. Sur ces centaines de kilomètres de rails, difficile de déterminer où sa bande allait frapper exactement. On le surveillait, mais il nous surveillait aussi. La police réussit à faire quelques arrestations, mais n'arrive pas à lui mettre des bâtons dans les roues. Des membres des Conrail Boys faisaient de la prison, mais jamais plus de 2 ou 3 mois avant d'être sous probation. Une partie du groupe était en prison, mais l'autre était libre. Nous tournions en rond. Nous avons amené certains cas isolés devant les tribunaux, mais nous n'avons jamais pu traduire en justice toute l'organisation de racket. À un moment, l'empire de Mongon devient tellement gros qu'il retient l'attention d'un corps policier qui possède les effectifs nécessaires pour le coincer. Le degré de perfection des Conrail Boys nécessitait l'intervention du Bureau de la justice pénale sur le crime organisé. En décembre 2001, pour la première fois, l'agent d'infiltration Paul Kay accompagne Anthony Dragoni lors d'une de ses nombreuses missions de surveillance. Nous sommes restés cachés dans les hautes herbes toute la nuit. Le train est arrivé, les Conrail Boys ont aperçu quelque chose dans les herbes et ont commencé à nous lancer des pierres. J'ai averti toutes les unités de se rassembler et nous avons arrêté 4 suspects. Malheureusement, Edward Mongon et Michael Centeno nous ont échappés. Mais grâce aux déclarations d'autres suspects, nous avons appris qu'ils étaient là. La police peut enfin menacer des membres de la bande avec des accusations de racket. Certains, risquant 20 ans de prison, commencent à parler. Ils ont fait des déclarations sous serment concernant le fonctionnement de l'opération. D'autres ont même accepté de porter sur eux des appareils pour enregistrer les conversations du groupe. Bien déterminé à arrêter Mongon, Kay le met sous surveillance constante. Nous avons des images vidéo de lui en train de jouer à Atlantic City. Il sort des liasses et des liasses d'argent de ses poches, pouvant compter jusqu'à 10 ou 15 000 dollars. Il avait l'allure d'une de ces stars de la NBA. Il portait de très beaux vêtements. Il avait toujours des baskets à la mode. Il conduisait des Mercedes-Benz de luxe. Il achetait de l'équipement audio et vidéo haut de gamme pour ses véhicules, des lecteurs DVD. Les autorités mènent alors une enquête sur sa situation financière.
Nous allons produire des relevés bancaires, des rapports d'impôts, des listes de tout ce qui t'appartient, l'historique de tes emplois. Nous allons prouver que tu n'as jamais travaillé et que les 2 millions que tu possèdes proviennent de biens volés. La police continue de monter le dossier de Mangan, mais le génie criminel fait toujours la fête, inconscient d'être traqué. Puis Edward Mangan soupçonne certains membres de sa bande d'être des informateurs de police et se rend compte qu'il est sous surveillance constante. Il fait tout ce qu'il peut pour s'échapper. Nous avons essayé de le suivre, mais c'était presque impossible. Il faisait des virages illégaux avec sa voiture, brûlait des feux rouges et essayait d'échapper à la surveillance. Incapable de l'esmer, Mangan passe à l'offensive. Il lançait des briques dans le pare-brise des policiers pour les éloigner. Sa manœuvre d'intimidation ne donnant pas de résultat, il s'attaque directement à Anthony Dragoni. Mangan et Centeno essayaient de me faire éliminer. Ça a été la pire insulte. La police en a finalement assez. Elle décide d'arrêter le génie du crime. Après ces menaces contre Anthony Dragoni, nous l'avons suivi dans une boîte de nuit à Jersey City. Nous avons mis 20 agents en place et nous l'avons attendu. Quand il est sorti avec Michael Centeno, nous les avons arrêtés. Les preuves contre Mangan sont accablantes. Si les preuves vidéo ne suffisent pas, je vais sortir les preuves audio. Tu t'opposes? Très bien, voici les relevés bancaires. Tu n'as jamais eu d'emploi. Où as-tu trouvé l'argent? Tu t'opposes encore? J'ai des déclarations sous serment d'informateurs et de témoins directs. Voilà les preuves. Le maître voleur de train est inculpé de 38 chefs de raquette par le fédéral. 23 complices sont incriminés avec lui. Nous avons finalement réussi à obtenir les accusations et à l'arrêter. Un moment qu'on n'oubliera jamais. La valeur marchande des biens qu'il a volés au bout du compte doit se chiffrer en dizaines de millions de dollars. Mais c'était des génies dans leur domaine. Tout le monde savait ce qu'ils faisaient, mais nous ne pouvions rien faire. Le 3 septembre 2004, les Conrail Boys reçoivent leur sentence. Entre 5 et 12 ans de prison. Mangan plaide coupable et écope de 13 ans. Le meilleur moment, c'est quand il a dit « Je suis coupable de tous ces crimes ». Edward Mangan regarde maintenant passer les trains à partir de sa cellule dans le New Jersey. Son opération de vol de train, qui a duré 10 ans et qui est reconnue comme la plus importante aux États-Unis, a finalement déraillé. Élucider des crimes en apparence insolubles. Découvrez de nouvelles méthodes d'enquête. Suivez l'évolution des sciences légistes avec Nouveaux Détectives dans un instant.